Vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est toujours Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Oh, cette semaine, on a un beau sujet. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à remercier tous les gens qui ont échangé avec moi sur le site Reddit, R-E-D-D-I-T. Suite à ma demande d'aide dans le dernier épisode, la communauté Reddit m'a proposé leur top des produits de la SQDC qui étaient sécuritaires, forcément, et juste humides à souhait pour la conservation de tous ces bons machins qui disparaissent quand le séchage est trop agressif. J'avais été catégorique à l'effet que je ne suis pas le département des plaintes et que je voulais pas avoir de suggestion des produits trop secs. On m'a entendu. J'ai apprécié toutes les suggestions. Je conserve ça précieusement. Donc, un gros merci à la communauté Reddit /SQDC. OK. Est-ce que vous appréciez les mangeables, la catégorie de produits que la SQDC appelle les produits comestibles? Oui, je sais, l'offre de la SQDC est mince, pour ne pas dire faible. On va y revenir. OK, c'est le temps. Quand je suis au comptoir du Top Pot, je me prends un petit café, une seconde. Et MJ? Oui. OK, mon habituel, s'il te plaît. C'est intéressant, beaucoup de gens m'ont demandé de saluer MJ. C'est pas NJ, c'est MJ comme dans Marie-Jeanne, qui était aussi le nom de ma mère. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je parlais de l'offre famélique des mangeables à la SQDC. Mais le marché et le capitalisme ont horreur du vide. Je vois sur plein de groupes Facebook au Québec et ailleurs des gens qui fabriquent leurs propres mangeables à la maison, évidemment. Et c'est légal si la matière première provient du cartel québécois. Il n'y a rien à dire. Ce que j'observe, c'est une appétence, un appétit pour ce type de produit. Il y a de l'excitation et des milliers de j'aime sur des petits oursons de gélatine. Alors, aujourd'hui, je saisis le prétexte de l'actualité des mangeables pour discuter plus largement de l'état des lieux de l'écosystème du cannabis au Québec et au Canada. Alors, Luc, que s'est-il passé cette semaine dans le segment de marché des mangeables? Dis-nous. Eh bien, dans un premier temps, une action incroyable de lobbying du géant Canopy, doublée d'un projet qui pourrait dynamiser l'industrie de la restauration. Il y avait des articles dans tous les journaux canadiens. Oui, c'est un fait, Canopy travaille bien. Je vous présente celui du Journal de Montréal, publié le vendredi 21 janvier 2022, sous la plume de François Alain, intitulé « Bientôt des délices aux potes dans les restos ». Et là, je cite texto. La plus grande association de restaurants au pays ouvre la porte à la vente de produits comestibles de cannabis de l'Ontarienne Canopy Growth, a appris le journal. Ce qu'il vise, ce sont les boissons à base de cannabis et dans un cadre très, très réglementé, on ne serait pas contre, a soufflé au journal Olivier Bourbeau, vice-président Affaires fédérales et Québec de Restaurants Canada. Mercredi dernier, l'Association de restaurants, bars, traiteurs, hôtels et dépanneurs a ajouté un mandat au registre des lobbyistes pour discuter de l'éventuelle adoption d'un projet pilote dirigé par la firme Canopy Growth. Celui-ci porterait sur la vente et la consommation de cannabis comestibles, exemple boissons infusées au cannabis, thé, tisane, dans des lieux désignés et contrôlés, exemple restaurants, cafés, hôtels, festivals, théâtres et salles de spectacle, peut-on lire. Fin de la citation. Une seconde. Et merci, MJ. Oh. Ouh, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est M. Bourbeau de Restaurants Canada. Il évoque la possibilité de la préparation de plats faits avec du cannabis, mais confirme que tout cela est exploratoire. Moi, je dis bravo Canopy.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé positivement de mangeables au Québec ou de Canopy. J'ai écrit à Stéphane Couture de Canopy pour savoir s'il voulait en parler avec Top Pot, avec moi. Je sais que depuis 4 mois au moins, il a un mandat de lobbying pour Canopy au Québec. Je vous tiens au courant de mes discussions et découvertes le cas échéant. Si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, vous savez que j'ai déjà produit un épisode sur le lobbying. C'était l'épisode 33, le lobbyisme du cannabis au Québec. Je vais devoir retourner m'informer sur le site du commissaire au lobbying du Québec pour comprendre qui fait quoi en 2022. Mais ça, c'est une saga pour une autre fois. OK. Ça, c'était la première nouvelle, une bonne nouvelle. Peut-être juste un pétard mouillé, mais comme il s'agit d'une action concertée qui démontre une volonté de faire avancer un secteur précis de l'industrie du cannabis, je me suis dit « Hé, ça bouge, c'est bon ». La deuxième nouvelle que j'ai vue passer, qui m'a interpellé, est en fait un communiqué de presse d'une association torontoise dont j'ai déjà parlé sur Top Pot. C'est la gang de C45, un regroupement d'acteurs de l'industrie qui organise différentes activités pour ses membres payants et non payants. C'est en épluchant leur site que j'ai compris comment Santé Canada avait les moyens de punir les producteurs autorisés qui font du magasinage de laboratoire pour obtenir le taux de THC le plus favorable dans leurs résultats d'analyse. Et oui, les recours et les vérifications existent. Faites gaffe, les PA! Santé Canada est là, et si ça lui chante, elle peut, avec les documents produits par les producteurs autorisés, elle peut facilement comprendre s'il y a un magasinage de labo. Ça aussi, c'est une saga pour une autre fois. Par contre, s'il y a urgence pour comprendre les recours de Santé Canada, contactez-moi. Donc, C45 est un machin sérieux qui a l'oreille du législateur fédéral et peut-être même provincial, ontarien. Et que raconte l'association? Eh bien, elle revient sur une étude récente publiée en janvier de cette année, le 7 janvier 2022, pour ne pas être imprécis. Et que dit cette recherche intitulée « Exposition pédiatrique involontaire au cannabis après la légalisation du cannabis récréatif au Canada ». Là, je vais tenter de résumer texto. Je vous rappelle que toutes ces recherches sont publiées en anglais. Donc, plus ou moins à la volée, des études antérieures ont documenté une augmentation de l'exposition au cannabis chez les jeunes enfants après la légalisation du cannabis récréatif. De nombreuses preuves ont impliqué les produits comestibles. Blablabla. Le Canada a adopté une approche en 2 phases pour légaliser le cannabis récréatif. Dans un premier temps, la vente des fleurs, etc. Puis 1 an plus tard, les produits comestibles de cannabis. Nous avons évalué l'évolution des visites aux urgences pédiatriques et des hospitalisations dues à l'exposition au cannabis en fonction de ces changements. Fin de la citation. Évidemment, les curieuses ont trouvé un lien pour l'étude dans les notes de l'épisode. Je vous passe les détails. Voici la conclusion de l'étude que je partage intégralement. C'est important pour la suite. Cette étude transversale a révélé une augmentation significative de la fréquence et de la gravité des visites aux urgences dues à l'exposition au cannabis chez les enfants après la légalisation du cannabis récréatif. Ces résultats à l'échelle de la population suggèrent que les travaux antérieurs menés dans des centres uniques ont peut-être sous-estimé la charge associée à l'exposition au cannabis chez les enfants. L'augmentation de la fréquence et de la gravité des visites aux urgences s'est produite malgré des réglementations strictes qui dépassent largement les réglementations américaines et des campagnes en plus d'éducation des consommateurs. Fin de la citation. Personnellement, je suis très à l'aise avec ces études. Il n'y a jamais trop de bonne science. Qu'une étude soit positive ou négative envers le cannabis n'altère en rien mon intérêt. Je lis, je tente de comprendre et j'archive pour références futures. Quand j'ai vu passer cette étude, je me suis dit « Luc, garde l'esprit ouvert, tout est possible ». Alors j'ai lu l'étude, trop rapidement, peut-être, sans doute. Puis j'ai archivé et je suis passé à autre chose. Jusqu'à vendredi de la semaine passée, date à laquelle l'Asso C35 a publié un billet de blog de Tom Ulanovsky. Tom travaille chez Nextleaf Labs,
une entreprise d'extraction qui produit de l'huile de cannabis, en plus de posséder l'un des plus grands portefeuilles de brevets pour l'extraction et la distillation de cannabinoïdes. Nextleaf Labs possède 17 brevets américains et 90 brevets à l'échelle mondiale. Donc, on peut penser qu'il s'agit de gens sérieux qui ont plus qu'un simple projet d'affaires. Ils ont des clients. Tom Ulanowski est vice-président de l'assurance qualité et des affaires réglementaires chez Nextleaf. Il est aussi chimiste. Et que dit Tom dans son biais qui a retenu mon attention? Il commence par confirmer ce que tous les utilisateurs de substances illégales savent. Quand tu vis un malaise causé par une consommation interdite et mal vue sociétalement, tu as tendance à endurer ton mal. Quand il s'agit d'un enfant, le risque de perdre sa garde est un élément de dissuasion extrême. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je parle de la nature humaine. Et par contre, j'ai déjà donné sur Top Pot des exemples de mères qui ont perdu la garde de leur enfant à cause d'une consommation pourtant sans problème ou avec des problèmes moins extrêmes que ceux causés par l'alcool. Donc, après la légalisation, cette peur des conséquences s'est naturellement évaporée, fort heureusement d'ailleurs. Je sais que cette prise de risque semble tragique, et elle l'est. Mais en 2022, que pensez-vous que les gens font quand ils vont en vacances dans un tout compris dans les Caraïbes? Je peux vous confirmer que les gens ont tendance à endurer leur malaise, souvent de peur de faire de la prison. Je pourrais vous raconter des histoires personnelles de choses qui sont arrivées à des gens dans mon entourage lors de séjours dans les Caraïbes, par exemple. Mais on revient à notre étude. Donc, il est normal et humain qu'il y ait davantage de cas de gens qui recourent aux services d'urgence en cas de malaise quand une substance devient légale. C'est le cas du cannabis. L'étude affirme, et c'est un grand classique, qu'il faut éduquer plus et mieux. Le Canada a déjà sanctuarisé plus de 100 millions de dollars à cette fin. Plus d'argent serait mieux, oui, toujours mieux. Mais 100 millions, c'est déjà bien pour une substance connue depuis quelques milliers d'années. Mais le plus drôle et le plus tragique en même temps, oui, c'est possible, c'est que la conclusion de l'étude est fausse. Prétendre que la légalisation des mangeables est la principale cause probable de l'augmentation des expositions accidentelles au cannabis chez les enfants de moins de 9 ans est faux. Et en plus, les auteurs de la recherche écrivent noir sur blanc dans leur recherche que cette conclusion ne peut être étayée par leurs propres données utilisées dans la recherche. Oui, les chercheurs, après avoir tout expliqué leur théorie sur les dangers de la légalisation, affirment que leur travail est entièrement basé sur la consommation par enfant de produits de cannabis dont personne, je le répète, personne ne connaît l'origine. Ce n'est pas Tom Ulanowski qui le dit, ce n'est pas moi qui le répète, ce sont les auteurs de la recherche. Tout ça pour ça, serait-on tenté de dire. Doit-on blâmer l'industrie la plus surveillée au Canada pour l'excellent mais terrifiant travail d'imitation des plus célèbres marques de bonbons? Je ne crois pas. Un autre exemple, j'en parlais dans l'épisode 87. Les poissons servis dans les restaurants québécois étaient rarement l'espèce annoncée dans les menus. C'est un fait documenté. Pourtant, personne ne blâme l'industrie de la pêche pour les faux produits servis dans les restaurants au Québec. Oui, les mangeables illégaux existent, comme les cigarettes illégales. Est-ce que quelqu'un a déjà blâmé les cigarettiers pour les trafics du marché noir? Oui, mais uniquement quand ils y prenaient part. Faut faire attention quand même. Le reste du temps, la police court lentement après les méchants. Les médias ont donné une légitimité à cette étude, même si elle ne tient pas la route. Je ne dis pas que la science est incorrecte, je dis que les conclusions sont ridicules. Mais l'industrie de la peur se nourrit de ce genre d'études et l'industrie du cannabis se dépatouille du mieux qu'elle peut et souvent, la plupart du temps, très mal. Je ne parle jamais de politique ou alors très sommairement sur Top Pot, ou juste pour parler de la réglementation ou des lois passées. Je porte rarement des jugements sur les politiciens et politiciennes. Mais l'actualité me donne 2 exemples récents de l'ostracisme vécu par le secteur économique du cannabis.
secteur écrapouti sous le poids d'une réglementation absurde. Le mot écrapouti est français, le verbe aussi. Le gouvernement provincial du Québec a publié cette semaine un appel de projet de recherche sur la laïcité. Les objectifs sont hyper clairs. Les projets de recherche acceptés ou acceptables devront appuyer le déploiement des connaissances sur la laïcité de l'État, premier objectif, et deuxième objectif, les projets sélectionnés devront faire la promotion du modèle québécois défini par la loi sur la laïcité de l'État. Il a fallu littéralement 2 secondes pour que tous les secteurs de la société québécoise s'indignent du cadre proposé. Même les gens qui supportent cette loi sur la laïcité. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la recherche, disait-il. On ne dit pas à la science ce qu'elle doit faire. C'est vrai, c'est faux. Mais alors pourquoi je vous raconte ça? C'est que le même gouvernement proposait un appel pour des projets de recherche sur le cannabis il y a quelques semaines. Voici ce que je disais d'ailleurs dans l'épisode 78 intitulé « Balade dans la tête du législateur ». Là, je me cite. Le but ultime du programme de recherche proposé est clair. Il vise à améliorer les connaissances sur la consommation du cannabis à des fins non médicales dans une perspective de prévention et de réduction des méfaits. On ne tente absolument pas de comprendre les bienfaits du cannabis. Ici, le gouvernement ne s'intéresse qu'à la dangerosité du cannabis, aucunement ses bienfaits. C'est la vie, c'est comme ça. Fin de la citation. Évidemment, comme ça concerne la dope, personne ne s'est offusqué car les objectifs proposés étaient, cette fois, enveloppés d'une bienveillance paternaliste qui plaît tant aux Québécois. Le gouvernement provincial actuel, comme le précédent, a peur du cannabis. C'est un fait. Le genre de peur qui lui permet mentalement de ne pas considérer l'alcool comme une drogue. Pour nos dirigeants actuels, l'alcool est un simple nectar des dieux qui peut avoir de multiples conséquences graves, mais c'est toujours un problème de mauvaise consommation, alors que la légalisation du cannabis reste dans le domaine de la tolérance, marquée sous le signe d'une taxation qui est littéralement une pompe à fric. Dans d'autres juridictions, on encourage les recherches sur l'effet du CBD d'une autre nature. Mon exemple du jour est super cute. Il y a des recherches qui prouvent que le CBD aide à la réduction des agressions chez les chiens recueillis par des refuges animaliers. Pendant ce temps-là, au Québec, les agressions sur les profs augmentent. Les agressions sur les forces de l'ordre augmentent. Les agressions sur les journalistes augmentent aussi. Les agressions sur le personnel politique augmentent. Les agressions au hockey augmentent. Ah, juste un instant. On m'informe que c'est normal dans ce sport. Désolé. Mauvais exemple. Donc, les agressions sont devenues un mode de discussion préliminaire. Et si au lieu de leur donner des molécules qui les rendent légumes, si on donnait, par exemple, aux jeunes perpétrateurs d'agressions du CBD sous forme de mangeables? C'est ça le pouvoir des mangeables. Ils dédramatisent la consommation. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire? OK, c'est le temps d'un autre exemple. Disons que vous avez mal à une épaule. Ça va finir par une injection de cortisone et un peu de thérapie. Mais disons que c'est votre enfant qui a mal à une cheville après une collision avec un joueur de soccer de l'équipe adverse. OK, vous voyez la situation? Il pleure un peu, mais il veut continuer de jouer. Est-ce que vous aimeriez que quelqu'un lui fasse une injection de cortisone sur le terrain? Je ne connais pas de parents qui vont répondre oui à cette question. Mais si on vous proposait un produit aérosol qui gèle la zone endolorie, est-ce que ça dédramatise assez la situation pour que vous acceptiez que la cheville de votre enfant soit gelée avec un atomiseur? Là, je crois que beaucoup de parents que je connais n'y verraient aucun inconvénient. En fait, ce genre de produit est dangereux à plusieurs titres, mais personne ne s'offusque de voir ça à la télé dans le sport professionnel, par exemple. Pourquoi? Parce que ça fait moins peur qu'une aiguille. Je ne suis pas sûr que mon exemple soit actuel, car j'ai appelé un ami dont le fils jouait au soccer. Il m'a dit ne jamais avoir vu quelqu'un utiliser ce produit. Mais la logique fonctionne si vous êtes assez vieux pour avoir vu ça sur un terrain de football, par exemple. Je vais me racheter en vous proposant un exemple plus simple de dédramatisation. Je vous donne le choix entre un joint et un suppositoire de cannabis. Vous choisissez quoi? Immédiatement, comme ça. C'est ce que je voulais dire par dédramatiser.
Et pourtant, le suppositoire de cannabis risque de faire un effet beaucoup plus fort que le joint, ou plus long en tout cas. Il peut être intéressant. Mais ce n'est pas le choix numéro 1 de la majorité des gens. Dans le cannabis à usage médical, le format des mangeables apporte un bien-être dont l'administration est invisible, alors que prendre une pause pendant la journée de travail pour aller fumer une cigarette au CBD est un parcours du combattant presque impossible. Mais cela n'intéresse pas beaucoup le législateur québécois qui préfère que les Québécoises et les Québécois utilisent leur prescription médicale pour acheter leurs mangeables dans d'autres provinces, favorisant ainsi l'industrie du cannabis dans le Rock, dans le reste du Canada, plutôt que Québec. Cette situation tend à changer actuellement. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Mais jusqu'à très récemment, les gens qui voulaient consommer des mangeables de qualité achetaient à l'extérieur du Québec. Est-ce que le train du CBD est passé sans que l'industrie québécoise puisse en profiter? C'est ce que soutient partiellement une étude de l'Université Dalhousie qui prétend que l'intérêt pour les mangeables au Canada a diminué. Comment arriver à un tel constat? Simplement en comparant une étude menée en 2 temps. 36 % des gens sondés préféraient les mangeables en 2019, contre seulement 25 % en 2021. Est-ce que le facteur COVID est intégré qualitativement dans cette recherche? Je ne crois pas. Se faire servir un muffin avec des pincettes dans une boutique par du personnel qui ne sait rien du service en restauration est une proposition que je ne trouve pas alléchante. Et je ne crois pas être le seul. Par contre, des oursons en sachet, tout semble sous contrôle. C'est le produit mangeable préféré des Canadiens, suivi par le chocolat. Je crois qu'en dernière position, ce sont les boissons de CBD de THC. Sylvain Charlebois, l'omniprésent prof de cette université de Dalhousie, apporte sa pierre à cette thèse sans la jeter en direction de personne, sauf le gouvernement. Voici ce qu'il dit. L'innovation liée au cannabis est décevante. Et franchement, je pense que cela a beaucoup à voir avec le fait que la réglementation au Canada est si stricte. Il faut s'associer à d'autres entreprises pour que ça marche, sinon financièrement, c'est trop. Fin de la citation. Imaginez la situation québécoise qui est encore plus restrictive au carré. Donc, la canna-curiosité ferait partie du passé au Canada, selon M. Charlebois et sa gang. Voilà peut-être la chance de l'industrie québécoise du cannabis, qui n'a pas encore eu l'occasion de vraiment proposer des mangeables au marché québécois. Advenant l'apparition d'un gouvernement favorable aux mangeables, la vraie question à se poser est la suivante. Les producteurs autorisés québécois auraient-ils les moyens de leurs ambitions? Je peux partager mon ovni? Mon opinion vulgaire non informée? Oublions les géants comme Canopy ou Exo. Ces entreprises, je l'ai dit, évoluent dans un capitalisme à part. Capitalisme distinct. Je commence à avoir quelques contacts fiables dans l'industrie, mais je n'ai pas encore la chance de discuter régulièrement et en détail de mes intuitions et de la réalité vécue par les producteurs autorisés. Alors, je vous propose une porte d'entrée alternative pour voir ce qui se cache sous le capot de cette industrie. L'industrie québécoise du cannabis. Nous allons ensemble interroger le secteur immobilier pour voir ce qu'il peut nous révéler. Et à bras raccourcis, mais surtout abracadabra, voici ce que j'ai trouvé pour vous. Il y a actuellement 4 producteurs autorisés québécois qui veulent vendre leurs installations. Et je sais qu'il y en aura 2 de plus la semaine prochaine. Dans les offres disponibles actuellement, il y a 3 microproducteurs et 1 producteur autorisé avec une licence standard. Voici d'ailleurs comment ce commerce, la licence standard, est présenté dans l'annonce. Toujours traduit grosso modo. L'installation comprend 2 salles de fleurs, 2 salles pour les plants mères, 3 salles de clones avec contrôle individuel de l'humidité, 1 salle de séchage, 1 salle d'ébarbage. Oui, c'est la première fois que j'utilise ce terme pour le mot trimming, ébarbage. C'est intéressant, non? 1 salle d'emballage et 1 salle mixte d'expédition et d'emballage. L'installation dispose de 130 acres de culture extérieure et d'un projet pilote de 4 acres déjà en cours. Propagation et culture en intérieur pour soutenir les ventes de fleurs séchées à l'SQDC par l'intermédiaire d'un partenaire provincial. Profitez de l'opportunité
cultivé au Québec à la SQDC. Convient à la culture accélérée et aux futures activités de transformation. Ce site est parfait pour un point d'entrée sur le marché légal du cannabis au Québec. Les ventes annuelles prévues pour 2022 sont de 2,5 millions de dollars. Possibilité d'augmenter la taille de la canopée et les activités de transformation dans le bâtiment. Possibilité d'agrandir le bâtiment pour ajouter une capacité supplémentaire. Environ 5 millions de dollars ont été dépensés pour la construction de l'installation. Ouvert un partenariat avec un détenteur de licence non québécois ou à une vente complète. Fin de la citation. OK. Ça, c'est pour l'annonce de la licence standard. Voici en raccourci total l'offre que je préfère du côté des microproducteurs. Une installation de microculture sous licence prête à l'expansion sur 32 acres offre une entrée à faible coût sur le marché très convoité du Québec. Le prix demandé par ce microproducteur est de 900 000 $. Pour moi, cette offre est intéressante à cause des 32 acres inclus dans l'offre. S'agit-il d'un terrain montagneux ou est-il entièrement cultivable d'une façon traditionnelle? Je ne sais pas. L'offre précise que le site n'est pas opérationnel. Est-ce que cela veut dire qu'il faut acheter tout le matos de production? Je ne sais pas. Je ne tente pas de vous vendre une installation, là. Je tente de vous décrire le dynamisme d'une industrie qui n'a jamais eu de repère. La SQDC court après une représentation québécoise pour justifier son existence et vous savez combien il y a de microproducteurs à la SQDC aujourd'hui? La dernière fois que j'ai posé la question à la SQDC, en 2021, il y avait 6 microproducteurs à la SQDC. Moins de 6 mois plus tard et en même temps, 4 entreprises veulent quitter l'industrie, probablement devant leur incapacité à survivre. Écrapoutit l'industrie du cannabis? Comme les mangeables? Je ne crois pas. Et je vais tenter de vous proposer des éléments de réflexion en prenant comme référence les mangeables. L'industrie québécoise du cannabis pourrait profiter de l'introduction des mangeables car, contrairement aux conclusions momentanées de l'étude de M. Charlebois, je crois, et les échos du marché américain me donnent raison, je pense, je crois donc que les mangeables sont les meilleurs produits d'introduction aux molécules de cannabis. Pourquoi? Les ex-fumeurs ne veulent pas prendre de chance. Les parents qui commencent ou recommencent à consommer du THC ou du CBD ne veulent pas donner le mauvais exemple de la combustion à leurs enfants ou leur donner l'exemple d'une consommation tout court. Les employés ne veulent pas sentir la fleur de CBD au travail, et ainsi de suite. Les curieuses pourront trouver un lien dans les notes de l'épisode pour un document incroyable de MGBiz intitulé « What Consumers Want ». Si vous voulez comprendre les tendances des marchés, ce document est incontournable. Mais ce train du CBD n'est même pas encore sur les rails au Québec. Mais avec le temps, il pourrait apparaître, on appelle ça un train de mesure, et finalement, un jour, il pourrait arriver à la gare. Gare à qui? Gare à vous, si vous croyez à mes promesses. Oui, une promesse n'engage que celui qui y croit. Peut-on interpréter l'achat du fabricant américain de mangeables Wana par Canopy pour 297 millions de dollars comme un signe de cette intuition que je viens de partager avec vous? Peut-être, peut-être pas. Comme je le disais plus tôt, les géants canadiens du cannabis évoluent dans un capitalisme distinct. Par contre, il suffit de s'informer de ce que fait Wana pour comprendre qu'elle a su saisir sa chance. Wana propose, par exemple, des oursons qui contiennent du THC, mais aussi un mélange d'une trentaine de terpènes différents. Leur deuxième produit qui m'a interpellé s'appelle tout simplement Fast Asleep. Si on revient au Canada, je crois que la société Indiva d'Ottawa, par exemple, fait de l'argent avec ses mangeables. Ses recettes brutes du deuxième trimestre 2021 furent de 9,87 millions de dollars, soit une augmentation de, quand même, 249 % par rapport au deuxième trimestre de 2020. Non, 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 non. Les mangeables ne sont pas morts, même si on n'arrête pas de vouloir les tuer. Je prends comme exemple ces multiples articles dans les médias qui utilisent le terme « copycat » ou « imitation ». Des sachets de bonbons au THC qui imitent les grandes marques. Vous avez vu ça passer, c'est obligatoire. Ici, le problème semble se déplacer entre deux pôles. Le danger pour les enfants d'un côté et de l'autre,
l'usurpation des marques par des criminels en tablier. Et c'est en général le moment où l'on ressort ces vieilles études qui démontreraient la dangerosité du cannabis pour les adolescents et les jeunes adultes. Personnellement, le mot « psychose » m'a toujours fait tressaillir, qu'il soit ou non associé au cannabis, et il revient très souvent associé au cannabis. Alors je me suis dit « Ah ouais, Luc, essaye de comprendre un peu. » Il est quelle heure? Oh, c'est l'heure. Juste une seconde. Hé, MJ! Merci beaucoup. T'es sous? OK, je me ramasse. Alors, je n'affirme pas que j'ai compris les phénomènes de psychose chez les jeunes utilisateurs de cannabis. J'affirme seulement que j'ai trouvé 2 études qui m'ont amusé par leur originalité. Je les partage avec vous. Cette fois-ci, la science s'intéresse à la consommation des jumeaux. Un classique en sciences sociales, mais c'est la première fois que je voyais ce stratagème dans des études sur le cannabis. La première étude intitulée « Consommation du cannabis à l'adolescence et psychose à l'âge adulte », une analyse longitudinale de contrôle des co-jumeaux à partir de données de 2 cohortes. Cette étude conclut, et là je cite texto grosso modo, comme d'habitude, « Bien que la consommation et les troubles liés au cannabis soient systématiquement associés à un risque accru de psychose, les présents résultats suggèrent que cette association est probablement attribuable à une confusion de certains facteurs familiaux plutôt qu'à un effet causal de l'exposition au cannabis. Les efforts visant à réduire la prévalence et le fardeau des maladies psychotiques pourraient donc bénéficier d'une plus grande concentration sur d'autres cibles thérapeutiques. » La deuxième étude est intitulée « Les effets de la consommation de cannabis sur la santé physique », une étude de contrôle entre jumeaux. Elle propose des conclusions similaires, mais je dois vous dire que je n'ai pas eu accès à l'étude au complet, ce qui est le cas en général. J'ai quand même trouvé un extrait de ce que les chercheurs ont exprimé à la fin de leur étude. Nous avons observé des associations phénotypiques entre le cannabis et l'exercice, la fréquence cardiaque et la perte d'appétit. Les résultats suggèrent que la consommation de cannabis n'est pas associée à des effets néfastes sur la santé physique. Fin de la citation. C'est réjouissant, il me semble. Est-ce une étude définitive? Je dois répondre non. Mais je trouvais intéressant de vous les soumettre, de les partager. OK, on revient au mangeable. Il faut convenir d'un fait quand on discute de mangeable. Et je vais le dire volontairement de la façon la plus catastrophique possible. Il s'agit de la méthode d'absorption, la méthode de consommation la plus traître, même chez les gens qui ont une très, très grande expérience. Et je ne pense pas à moi quand je dis ça. Je suis un très bas répondeur à tout ce que j'absorbe oralement de cannabis. Les effets sont rarement les mêmes et le temps qu'il faut attendre pour que la dose fasse effet varie dramatiquement. Il s'agit aussi de la moins économique des façons de consommer à cause de ce qui s'appelle l'effet de premier passage. C'est là où le foie va tout filtrer pour ne laisser passer dans le sang environ que 5 % de la dose initiale si vous êtes un bas répondeur, c'est mon cas, ou jusqu'à 20 % si vous êtes un haut répondeur. L'effet n'a pas non plus la même virulence ou le même punch, si vous préférez. Et là, on se trouve à boucler la boucle avec l'industrie et Crapouty. Comment? De la même manière que l'industrie fait sécher ses fleurs exactement comme il y a 2000 ans, les mangeables reposent toujours sur les mêmes vieilles recettes. Dans une industrie qui se gargarise à l'innovation, le secteur des mangeables piétine lamentablement. Il n'y a pas d'autre mot, c'est lamentable, au niveau de l'innovation. L'avantage pour le marché québécois, c'est que la première vague de produits poches et moches n'a jamais atteint les boutiques de notre cartel provincial. Ah oui, il y a bien quelques petits machins de disponibles, mais ça ressemble davantage à l'offre des épiceries de Berlin-Est quand le mur est encore debout. J'ai cette expérience. Je termine en osant vous proposer une seconde ovni. Le futur des mangeables passe par les nano-émulsions. Vous ne savez pas ce qu'est une nano-émulsion? Je vous invite à écouter l'épisode 62 intitulé « Les nano-émulsions, le cannabis 4.0 ». Le titre de l'épisode est « Les mangeables
et crapoutis comme l'industrie. C'est un constat volontairement baveux. C'est un constat temporaire que j'ai partagé avec vous, parce que ce n'est pas une fatalité. La part des microproducteurs dans le volume global des ventes de la SQDC est infime. Elle ne peut que croître. La part des ventes provenant des PA québécois me semble augmenter. À quelle vélocité, pour reprendre le mot à la mode chez les analystes, je ne sais pas. Ce que l'on sait, par contre, c'est que les ventes de feu ont commencé dans l'industrie. Et le premier coup de maître, c'est Canara, qui l'a réussi en rachetant les installations de T-God pour un peu plus de 10 sous sur le dollar. Canara a maintenant des installations pour assurer sa progression incroyable, à un prix d'enfer. Ces ventes de feu peuvent et doivent attrister. C'est humain. Oui, il y a des destins meurtris à l'ombre de ces ventes. Mais il s'agit aussi de nouvelles opportunités pour ceux qui savent déjà faire et pour ceux qui veulent apprendre. Mais les prix vont devoir encore baisser avant de trouver preneur. Pour que le chanvre soit utilisé efficacement dans l'industrie textile, il faut le laisser pourrir au sol. Ça s'appelle le rouissage. R-O-U-I-S-S-A-G-E. Comme dans mourir de rouir. En attendant un électrochoc salutaire pour l'ensemble de l'industrie, les PA qui ont su manœuvrer habilement lors des premières années de la légalisation, eh bien, ils attendent des bonnes occasions. Les consommateurs, eux, n'en demandent pas tant. Ils ne veulent pas d'une innovation qui se contente de rebaptiser un vieux cultivar avec un nom à la mode. S'ils avaient des bons produits à un juste prix, ce serait déjà très bien. Et voilà, c'était le 89e épisode de Top Point. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.